Guillaume Dipidio, même question. Alors effectivement, ces nouvelles émissions à venir, la séquence que l'on a vue effectivement politique, mais bon, on a politisé un sujet de financement, de budget d'État. Est-ce que ça peut avoir un impact du côté d'un investisseur particulier ou autre sur la volonté de s'exposer à une dette d'État américain ? Le premier impact qu'on a senti, qui était tout à fait inédit, je dirais, même depuis la crise des subprimes, c'est qu'il y a eu une envolée du prix du CDS. Et là, ça a quand même posé une inquiétude en disant comment un pays qui est AAA peut être soupçonné d'un défaut, et puis alors, le CDS qui valait à peu près 16 est monté jusqu'à presque 180. Et donc là, il y avait une sorte d'inquiétude de court terme, non pas probablement sur la solvabilité des États-Unis d'Amérique, mais sur le problème de remboursement. Et au moment où ils sont en train de faire des plans de relance extrêmement énergiques avec l'IRA, et le marché s'est interrogé sur les conséquences de la trajectoire de la croissance, puisque les États-Unis sont en train de ralentir et probablement le marché est en train d'anticiper une entrée en récession sur la deuxième partie de l'année. Et donc, c'est ces inquiétudes-là qui ont été, je pense, un peu plus importantes. Oui, parce que vous avez raison, mentionnez-le, on parlait de risque de défaut des États-Unis. Alors effectivement, peut-être que tout ça a été politique, mais c'était écrit. On voit des agences de notation comme Fitch qui dit on met quand même cette AAA sous surveillance en attendant de voir comment ça se passe et on déplore, je cite, la polarisation politique des discussions. C'est de nature à inquiéter un investisseur qui suit ça d'un peu loin et qui se demande dans quoi est-ce qu'il va investir ses économies quand même. Mais AAA, c'est 20 sur 20. C'est vrai. Après, on passe de 20 sur 20 à 19 sur 20. Je pense que l'inquiétude est quand même, doit être mesurée. Ce qu'il en ressort sur ces négociations, si les républicains ont été aussi insistants sur le plafond de la dette, c'est parce que l'administration Biden était accusée de trop en faire, de dépenser trop d'argent pour faire un plan de relance qui est finalement un petit peu préélectoral. C'est là où il y avait un peu des distensions politiques. Bien sûr. Ouais. Et donc, l'idée, c'était que l'administration Biden, et après, en prévision des élections qui vont avoir lieu l'année prochaine, puisse avoir une trajectoire de dette qui soit beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins expansionniste. Et dans cette veine-là, effectivement, l'accord sur le plafond de la dette montre qu'il y aura quand même certaines restrictions, même si ça ne touche pas le plan IRA ou la défense, mais il y aura quand même des restrictions au niveau du budget qui coûtera en croissance, d'après les estimations qu'on arrive à lire, 0,3% du PIB. Donc ça arrive au moment où il y a déjà eu un problème sur les banques commerciales, qui venaient déjà, en plus, resserrer le crédit. Bien sûr, donc peser aussi sur le PIB. Donc il y a eu ces deux effets conjoints qui ont jeté un froid. Le plafond de la dette, maintenant l'accord étant sorti, le prix du CDS est passé de 180 à 11, c'est-à-dire un niveau bien inférieur à ce qu'il était avant. Les négociations. Donc ça a rassuré tout le monde. Ça montre un peu le côté psychodrame du marché dans lequel on se trouve, avec une anomalie qui est complètement aussi injustifiée, on va dire. C'est la différence de perception du risque entre les actions et les obligations, puisqu'on a encore des spreads, ce qu'on appelle donc des écarts tout à fait importants sur les obligations. Il y a une prime de risque qui est toujours assez forte sur les obligations, alors que sur les indices de peur aux États-Unis, le VIX, qui est l'indice de volatilité des SP500, on est quasiment au plus bas depuis 20 ans. Donc là, on se réfugie sur les actions parce qu'on a peur des obligations. C'est quelque chose de complètement paradoxal. Alors même qu'on a, vous nous l'avez dit Alain Krief, des obligations court terme aux États-Unis qui rémunèrent peut-être plus que ce que le couple rendement-risque aurait laissé entendre dans un monde idéal, si tant est qu'on puisse parler de monde idéal en matière de marché aujourd'hui. Tout à fait, on est dans une transition, donc on est à la fin d'un cycle de remontée des taux. Normalement, oui, voilà, c'est ça. Je vous sens très sûr sur... Non, en fait, on est clairement à la fin. Est-ce que c'est plus 0,25 encore ou pas, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Maintenant, quid de la suite ? Et la suite, c'est en effet, c'est quid de l'économie, quid de la récession à venir ou pas, et par rapport à ce qu'on dit, et ce qu'a dit Guillaume, en effet, est-ce qu'il est nécessaire de freiner encore l'économie de façon supplémentaire ? C'est pas forcément évident. Donc pour la Fed, la Banque fédérale américaine, bien sûr, c'est très important aussi de voir comment ça se résout, qu'est-ce
comment ça va se passer sur le marché? Parce que finalement, les réductions, donc on parle de réduction de 136 milliards finalement sur 2 ans, Biden sort plutôt gagnant, c'est assez peu. Donc il n'y aura pas tant de réductions que ça. Il a limité, disons, la casse sur les réductions de dépenses. Mais en même temps, il a donné suffisamment pour que ses opposants politiques puissent y voir une victoire aussi. Tout à fait. Donc sur le marché, c'est pour ça que sur le marché, en effet, il y avait une prime de risque. Il y a toujours cette prime de risque importante sur les obligations et sur le crédit aux entreprises. Ce qui en fait d'ailleurs des opportunités claires d'investissement. Hein. Mais en fait, justement, ce spread, cette prime de risque crédit a tendance à diminuer. Et l'après-accord, on l'a vu clairement, aujourd'hui, on a cette prime de risque qui diminue. Parce que c'est une incertitude qui est levée. Et au final, pour la consommation de façon générale, pour l'économie, finalement, c'est quand même mieux qu'il y ait cet accord, qu'il y ait même ces émissions qui vont certes retirer de la liquidité, mais il y a toujours ces dépenses qui sont nécessaires pour faire travailler l'économie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les obligations, que cette anomalie qu'on voyait dans des obligations à court terme réputées sûres, notamment au bon du Trésor américain et en même temps rémunératrices, va se normaliser? Ça devrait se normaliser. Ça devrait se normaliser. Donc, ce n'est pas forcément l'opportunité du moment. C'est l'opportunité du moment. Si c'est l'opportunité du moment. Parce que si ça se normalise, ça veut dire que les taux vont baisser. Donc, d'accord. C'est l'opportunité du moment. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on doit chercher une opportunité, Guillaume Di Pidio, il faut aller regarder du côté des bons du Trésor américain. Alors, la spécificité aussi d'une entrée en récession, c'est que la courbe des taux est inversée. C'est-à-dire que plus on va chercher du risque lointain, moins ça coûte, moins ça rémunère. Normalement, c'est censé plus rémunérer, mais aujourd'hui, on est, comme l'a dit Alain, à 3,75 de rendement sur le 10 ans américain, quand le taux sans risque est à un peu plus de 5,25. Donc, à ce moment-là, pour l'épargnant, il est quand même compliqué d'aller chercher un risque supplémentaire pour gagner quelques 0,5, 1% de plus, alors que déjà le taux sans risque est extrêmement rémunérateur. Et peut-être qu'il sera plus rémunérateur que le niveau d'inflation. Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on est professionnel de la gestion? On se dit, effectivement, dans un contexte comme celui-là, prenons ce qu'il y a à prendre et laissons le long terme pour plus tard, ou au contraire, on admet que la situation n'est pas normale et qu'il faut se préparer à un retour à la normale? Il me semble que du point de vue de l'investisseur européen, en zone euro et qui a des euros à investir, l'opportunité d'aller déjà sur un marché en dollars, nous, nos anticipations seraient plutôt d'avoir un dollar qui s'affaiblit un petit peu, que cette vigueur qu'on a eue, qui nous semble un petit peu anormale, se résorbe. Et dans cette configuration-là, s'investir en dollars, dans un dollar qui se déprécie, il faut le couvrir. Et pour le couvrir, ça coûte à peu près 1,5%, 1,8%. Et donc là, déjà, vous perdez la rémunération des 5,25 en dollars sur le taux sans risque américain et vous retombez sur le taux sans risque européen qui est à peu près à 3,25. Donc restez en France ou restez en Europe. Restons à la maison. Je pense que pour l'instant, ça se passe mieux. Il y a des opportunités sur l'obligataire en Europe également, Alain Krief? Alors oui, il y a toujours des opportunités parce que les marchés américains et européens, en fait, mine de rien, surtout sur l'économie et sur les dettes d'entreprise, sont collées, Bien sûr, se suivent. Donc en fait, quand on sent qu'il y a une récession aux États-Unis, forcément, ça va impacter l'Europe. Et vice-versa, mais plus dans ce sens-là quand même. Bien sûr. Donc à partir de là, si on a un peu plus d'éclaircies sur le côté américain, ne serait-ce que la baisse de l'inflation, tout simplement, on devrait l'avoir aussi en Europe, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un soulagement sur la dette d'entreprise européenne. Donc aujourd'hui, on a, juste après la nouvelle sur la dette américaine, on a eu un soulagement côté européen aussi sur les obligations crédit. Donc en fait, c'est forcément impactant et il faut quand même lire l'activité américaine pour comprendre l'activité européenne aussi, en obligataire. Si on parle météo, il fait beau sur les obligations d'entreprise en Europe pour un investisseur, Alain Krief, et je vous pose la même question ensuite, Guillaume Di Pidio. Alors oui, aujourd'hui il fait beau. Aujourd'hui, certes, il y a des problèmes qui sont très ciblés sur certains secteurs. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres. D'accord. Mais quand on va chercher de la qualité, que ce soit l'investment grade ou ce qu'on appelle le haut du high yield, la signature WB, c'est-à-dire qu'on retrouve un gros panel de l'activité, on a à la fois du rendement
et à la fois de la qualité. Donc en fait, Et du risque. et du risque. Plus de Là, on risque. en retrouve un peu quand même. On en retrouve un peu, mais après, vous avez des rendements qui sont de l'ordre de 5, 6, qui sont tout à fait sympathiques. Et là, pas forcément sur un an, mais sur 3, 4, 5 ans. Donc c'est quand même sympathique aujourd'hui, dans un marché où l'inflation, certes, ne descend pas si vite que ça, mais elle a tendance à descendre. Donc s'assurer d'avoir un... En tout cas, le mouvement a l'air d'être enclenché. Voilà. Donc ça devrait bien se passer. Guillaume Dipidio, vous nous avez parlé tout à l'heure de la différence d'appréciation entre les actions et les obligations quand on parle d'obligations d'entreprise ou d'investissement sur les marchés actions. Est-ce qu'il y a des arbitrages plus difficiles aujourd'hui qu'il y a quelques mois? Est-ce que le risque rémunère toujours suffisamment? Sur les obligations, il y a un phénomène qui est assez particulier, c'est que on est sorti de la crise Covid et tous les gouvernements, notamment en Europe, ont secouru les sociétés pendant cette période-là, ce qui fait que la plupart des bilans sont relativement sains. Et si effectivement le contexte économique se dégrade, ce sera un petit peu plus tard qu'on le verra. Donc c'est pour ça que nous, on est plutôt sur des stratégies qu'on appelle des fonds datés ou des fonds échéances, puisque pour l'instant, les marges des entreprises sont quasiment plus en Europe. Donc elles ont bénéficié, elles ont engrangé un petit peu des bénéfices qui permettent de solidifier leur bilan. Et en plus, il y a un petit peu de visibilité. Donc avant qu'on ait une probabilité plus forte de remontée du taux de défaut des entreprises, je pense que ça prendra du temps. Et donc c'est pour ça qu'à 3, 4, comme il disait Alain, il y a beaucoup de choses à faire qui sont très rémunérateurs en Europe, plus que les 3,25 taux sans risque. Moralité, il est important de suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais de regarder quand même quelles sont les opportunités d'investissement en Europe, si je comprends bien. C'est plus proche de nous. Merci beaucoup Guillaume Dipidio, responsable de la gestion chez Dauphine Asset Management. Merci Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.